toutes et à tous. Merci d'être là. Je suis moi, Michel Cabirol, donc je suis très heureux de modérer cette table ronde intitulée « En quoi la dualité civile et militaire nourrit-elle l'innovation ?» Je suis très content parce que nous avons un panel très équilibré avec Marie Recalde, conseillère métropolitaine adjointe au maire de Mérignac. Nous avons également Yannick Assouad, directrice générale en charge de l'avionique chez Thales. Nous avons le colonel Guillaume Bourdoulou qui va nous faire rêver parce qu'il est commandant de la brigade aérienne des opérations spatiales. Et nous avons le poil à gratter Nicolas Ravaille, juriste et enseignant en stratégie d'intelligence économique européenne. Merci à vous quatre d'être là. On va commencer par Marie Recalde. La région Nouvelle-Aquitaine est une terre avec la tête dans les nuages, grâce à une industrie aérospatiale fortement implantée ici. Donc, comment, en tant que femme politique, soutenez-vous les groupes aérospatiaux et de défense, en tout cas les grands et les petits évidemment, et les PME, en matière d'innovation, tant dans le domaine civil que militaire? Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples précis de l'action que vous menez au niveau local? Oui, bonjour. D'abord, vous l'avez dit, on a la tête dans les nuages, mais c'est une histoire. Et on ne part pas de rien. C'est une histoire qui a plus d'un siècle ici, l'aéronautique, civile et militaire, en effet. Et on est très attaché dans ce territoire à cette dualité. Alors, comment on fait ça? Le président Rousset a fort justement rappelé les conditions d'investissement, et il le fait depuis longtemps, d'implication personnelle. Je crois qu'en fait, c'est le sujet, et on parlera d'un exemple, puisque Yannick Assouad le personnalise ici, en tout cas pour Mérignac, c'est d'avoir du temps et prendre le temps. C'est-à-dire que se dire, et de la détermination. On a une histoire, on veut poursuivre cette histoire, et on se donne les moyens de la poursuivre. Alors vous allez me dire comment petite collectivité locale, que ce soit une commune, que ce soit un établissement public, une région... Mais vous avez réussi quand même à attirer des grands de l'industrie comme Dassault, comme Thales, Safran. Vous avez quand même des groupes internationaux sur votre territoire. On a de belles PME. Chez Dassault, on a l'habitude de dire qu'ils sont une jolie ETI. C'est une très belle entreprise qui est historiquement, je le redis, présente. Mais par exemple, Thales, puisqu'on va parler de Thales et de Campus Thales, était présent sur le territoire de la métropole et au Hayan depuis de nombreuses années. Et par cette façon qu'on a de travailler ensemble, cet écosystème qu'on a créé, et quand je dis écosystème, c'est à la fois les grands groupes, mais aussi les PME, PMI, toute la supply chain est très importante parce que c'est un collectif, et ça c'est un mot important aussi, un collectif. On a travaillé depuis très longtemps, et mon prédécesseur, alors je dis mon prédécesseur, pardon, l'ancien député maire de Mérignac avait travaillé avec Thales sur ces sujets-là, et Campus Thales n'est pas né un jour comme ça dans l'esprit de ses précédents dirigeants, mais c'est bien un travail collectif qui a mûri, et qui mûrit encore, mais Yannick Assouad en parlera mieux que moi. Campus Thales, qui est implanté sur la commune de Mérignac, mais sur la métropole, se développe chaque jour et travaille vraiment, on travaille tous ensemble, c'est vraiment un collectif. Donc il faut du temps, il faut de la ténacité, il faut regarder loin à l'horizon et ne pas varier de ce regard à l'horizon, parce que ça demande des investissements. Alors quels sont les investissements des collectivités locales? Le président de région a rappelé quels étaient les investissements. Il faut vraiment tirer un grand coup de chapeau à la région Nouvelle-Aquitaine et à son président qui, sans relâche, a innové sur ces sujets-là, y compris en termes de financement, à souhaiter vous parlez de financement sur l'innovation. Par exemple, vous les aidez comment sur l'innovation, ces groupes? Alors nous, on travaille à notre niveau avec eux par la mise en place de structures spécifiques, et je crois avoir vu François Bafou, le directeur de Bordeaux Techno-Ouest ici, qui est aussi une création ancienne. Maintenant, Techno-Ouest, on a l'impression qu'ils ont toujours été là, mais ça fait partie d'une volonté politique, et l'idée, c'est de permettre aux entreprises qui osent, aux chercheurs, aux start-up, de passer ce cap et de les aider, et qu'ils aient le moins de difficultés possible pour pouvoir le faire. Mais ça se fait
à l'extérieur des grands groupes, mais ça se fait aussi avec les grands groupes. Je reprends l'exemple de Thales, mais c'est le cas chez Dassault, c'est le cas chez Sabena, c'est le cas chez beaucoup de grands acteurs aéronautiques présents sur l'ouest de l'agglomération, essentiellement d'ailleurs, parce que c'est un territoire que je connais mieux. On travaille ensemble pour permettre, que ce soit à l'intérieur de ces groupes ou en externalisant, de leur permettre d'avoir cette capacité d'innovation et d'aller toujours plus loin. Parce que ce qui compte dans ces milieux-là, c'est aussi d'avoir un temps d'avance. Je dis de regarder loin, mais d'avoir un temps d'avance. Merci Marie-Récalde. Yannick Assouad, justement, le groupe Thales, qui est connu de tout le monde aujourd'hui, s'est bâti vraiment sur la dualité. En quoi cette dualité nourrit-elle l'innovation pour votre activité qui est l'avionique? Et plus généralement, en quoi, en tout cas pour le groupe Thales, comment ça se passe? Alors, je vais parler effectivement de civil et militaire, mais peut-être compléter la réponse. La région a des fonds d'innovation qu'elle distribue en général sur des projets qu'elle suit, un peu comme le CORAC, avec un co-investissement de l'entreprise et de la région. Donc, il y a également des fonds régionaux qui nous permettent d'avancer sur certains produits, en général plus civils que militaires, bien entendu, mais effectivement, il y a une vraie coopération entre les communes et la région et les entreprises dans cette région spécifiquement. Alors maintenant, pour répondre plus spécifiquement à votre question, bon, Thales, c'est un grand groupe. Moi, je dirige l'avionique, dans lequel toute l'activité civile est logée, mais l'avionique, on en fait aussi sur des avions militaires. Et c'est vrai que l'innovation se déroule pas de la même manière, parce qu'on est dans deux écosystèmes qui sont complètement différents. L'aéronautique civile, c'est d'abord un écosystème qui est mondialisé. Et même si on est aujourd'hui dans une région, il faut le dire, l'aéronautique civile, mes concurrents, ils sont pas toulousains, ils sont même pas français, ils sont américains. Et cet écosystème mondialisé, ça veut dire performance économique. Vous n'êtes pas choisi, tout en gardant une très bonne capacité d'innovation et donc d'investissement. Et cette innovation, elle est lente. On parle souvent d'innovation quand on parle d'aéronautique civile, mais si on le compare au militaire, et je vais tout de suite le faire, sur le civil, c'est très lent. Pourquoi c'est très lent? Pour deux raisons. D'abord parce que l'objectif de sécurité de l'aéronautique civile est ce qui prime au firmament de l'innovation dans ce métier-là. Et vous ne mettez pas une nouvelle technologie sur un avion si vous n'êtes pas assuré qu'au minimum, ça assure la sécurité du système précédent, mais en général que ça l'augmente, en général de plusieurs décades. Donc c'est ça qu'on cherche quand on innove sur un avion. Et donc c'est lent. L'autre raison pour laquelle c'est lent, c'est comme je l'ai dit, ça doit être performant économiquement, et donc il faut du volume. Et donc vous ne pouvez pas vous contenter de mettre des choses très innovantes sur 10-20 avions. Il vous faut beaucoup plus pour amortir vos frais de développement, et il faut former beaucoup de pilotes. Alors il se trouve que le système que je fais interface avec l'homme. On a une grosse partie interface homme-machine dans l'avionique et dans le cockpit. Et vous ne pouvez pas être sans cesse en train de changer les choses parce que vous déstabilisez les pilotes et donc vous obérez la sécurité. À l'inverse, le militaire est performant quand il joue sur un effet de surprise et donc sur des ruptures. Il faut surprendre l'ennemi. Et donc le cycle d'innovation dans le militaire est en fait, et c'est pas quelque chose de très connu, beaucoup plus rapide que sur le civil. Alors, les Américains illustrent ça très très bien, qui changent de plateforme tous les 20 ans, et nos militaires rêveraient d'avoir de nouvelles plateformes tous les 20 ans, mais même le Rafale, qu'on a conçu quand j'étais petite ingénieure il y a maintenant presque 40 ans, clairement, il a eu beaucoup de générations, en particulier d'électronique et de capteurs. Mais le Rafale d'aujourd'hui n'est pas le même que celui de 1980. Absolument, absolument. Bon, et donc je voudrais, et tout de même, dans cet écosystème, il y a, on se nourrit
de part et d'autre. Je voudrais citer juste quelques exemples, et là je vais regarder mes notes parce que je vais citer quelques années. Par exemple, les heads-up display que vous avez maintenant dans vos voitures. Hein. Les heads-up display, l'innovation, c'est du mirage. C'est du mirage. Les premiers head-up display, c'est du mirage. On l'a maintenant dans un cockpit d'A350 ou dans un cockpit d'A380. Pas dans un cockpit d'A320, où il y en aura sous peu, parce qu'on est en train de rénover le cockpit d'A320. Mais typiquement, c'est bien le militaire et ça a servi le civil. Si je prends les commandes de vol, les premières commandes de vol d'un avion, c'est 1950 sur un avion canadien. Et les premières commandes de vol en France, c'est là aussi du Mirage, mais 4, qui datent bien sûr de 1960. Et le premier avion civil à avoir eu des commandes électriques, c'est le Concorde. Donc vous voyez, et maintenant bien sûr tous les avions Airbus A320, A330, A350, A380 ont des commandes de vol bien sûr électriques. Voilà. À l'inverse, le civil peut nourrir le militaire, et je voudrais juste citer 2 exemples. Le cockpit de la 400M, pour ceux qui sont pilotes et ceux qui pratiquent l'armée de l'air, vous rentrez dans un 380 et vous rentrez dans un cockpit d'A400M, c'est la même chose, et la 380 est venue avant la 400M. Donc le civil peut nourrir également le militaire, mais avec ces cadences qui sont complètement différentes. Merci Yannick Assoane, colonel Guillaume Bourdeloup. On va planter le décor. Le spatial est un milieu par excellence dual. Vous en connaissez un rayon. Pouvez-vous donner des exemples précis de cette dualité sur le plan opérationnel? Et est-ce que vous pouvez nous faire un petit rétex, un retour d'expérience du théâtre ukrainien avec la stratégie spatiale des uns et des autres sur ce théâtre? Oui, merci Michel. Je dirais que le milieu spatial, il est dual par essence. Hein. En fait. Pourquoi il est dual par essence? Parce que quasiment tout ce que, et si je me mets sur les objets en orbite, tout ce qu'on met en orbite peut être utilisé à des fins civiles et à des fins militaires. Ça peut commencer par exemple par des opérations de rapprochement, de RPO, de contact, de collision. Et donc une collision effectuée par n'importe quel objet pourrait détruire un satellite et donc à une finalité militaire. C'est une première observation. Ça se décline également, par exemple, dans les satellites d'observation. Je peux observer la Terre à des fins de climat, de suivi de l'agriculture, un genre de choses, et donc effectivement détourner l'emploi de ces satellites d'observation à des fins militaires également. Donc la dualité, j'ai envie de dire, elle est inhérente au milieu spatial. Concrètement, ça peut être des satellites de la constellation Copernicus qui peuvent faire ce travail pour vous? Absolument, oui. C'est de mémoire, ça doit être des précisions de l'ordre du mètre, et donc ils permettent de faire, si bien exploités, permettent de faire des choses probablement très intéressantes d'un point de vue militaire. Voilà. Je ne dis pas qu'on les emploie, mais l'employabilité est là clairement. Voilà. L'espace est également dual par construction, puisque c'est la mécanique keplérienne qui veut ça. Hein. Voilà, c'est un champ immense, mais avec des objets qui tournent et donc qui occupent tout cet espace, ce qui fait que en termes de milieu et milieu de conflictualité, pour nous, hein, ce qui nous intéresse au commandement de l'espace, on ne peut pas faire seul. Il faut faire en coopération, et en coopération soit internationale, soit avec le civil. Enfin, en fait, on fait les deux, quoi. Donc tout ça, ça concourt au fait que, de mon point de vue, le spatial est éminemment dual. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait tous les jours? Ça se voit dans l'ensemble des opérations, du type d'opération qu'on conduit. Si je prends par exemple ce qu'on appelle en bon français le Space Based ISR, c'est-à-dire l'observation de la Terre au sens large, hein, le renseignement depuis l'espace, on repose sur des capacités souveraines militaires, patrimoniales, satellite CSO par exemple. Et j'ai un complément, enfin nous avons un complément avec du satellite par exemple Pléiade haute résolution d'Airbus. Voilà. Donc on achète un certain nombre d'images à Airbus qui vient compléter ce moyen patrimonial. On va contractualiser du service avec différentes sociétés et des sociétés du New Space aussi. Par exemple Unseen Labs pour aller faire de la surveillance maritime et ce genre de choses. Donc voilà un des exemples. Ça vaut également dans le cadre de la surveillance de l'espace, où on se repose sur notre radar patrimonial grave pour les orbites basses. Et pour la petite histoire, je ne sais pas si l'Assemblée est au courant ici, mais on donne
me semble-t-il, enfin non, il y a des rétributions, mais on fournit les données à l'EUSST, donc à des fins d'anti-collision au niveau européen. On ne donne pas tout, mais on donne 95-98% des données dont on dispose. Voilà, donc ça montre aussi la dualité dans l'autre sens, quelque part, où le militaire fournit le civil. Mais donc cette surveillance de l'espace, on la complète par différents services contractualisés, auprès d'Ariane Group, auprès de Safran, auprès de demain d'autres sociétés pour avoir une vue la plus exhaustive possible de ce qui se passe entre les 100 et les 36 000 kilomètres. Donc voilà, ça se décline à tous les niveaux, satellites de communication, GPS, Position, Navigation et Timing, voilà, avec Galileo qui est aussi dual. Donc voilà, très dual. Est-ce que la guerre en Ukraine a changé quelque chose ou il n'y avait rien d'inattendu pour vous sur en tout cas la façon dont entre guillemets, la guerre spatiale vue en tout cas sur le théâtre ukrainien, est-ce que ça a changé des choses ou c'est vraiment dans la continuité de ce que vous faites tous les jours? Alors j'ai envie de dire que c'est la concrétisation par les preuves de ce qui a été élaboré par la stratégie spatiale de défense. Voilà. Des leçons observées très intéressantes qui ont été, à mon sens, qui restent assez secrètes, relativement peu médiatisées, mais qu'on peut évoquer là. La première, c'était probablement un signal stratégique des Russes, si vous vous souvenez, en novembre 2021, qui tirent un missile contre l'un de leurs propres satellites, qui au passage crée plus de 1500 débris, voilà, qui resteront des décennies, autour de notre planète. Bon, pour moi, pour le commandement de l'espace, c'était un message stratégique adressé aux nations occidentales que la Russie dispose de cette capacité antispatiale, très clairement. Voilà, il y avait déjà eu des essais qui avaient été réalisés, mais pas qui étaient allés jusqu'à la collision. Je rappellerai que le 24 février, date du début de l'invasion de l'Ukraine, une des premières actions est une attaque cyber contre Kassat Viasat. Donc porosité cyberspatiale, mais c'est bien contre les satellites de communication ukrainiens que l'action a été dirigée. Donc là encore, qui montre toute l'importance que pouvait avoir le spatial en termes de centre de gravité pour les Russes. À l'inverse, maintenant, si je me place du côté occidental et ukrainien, c'est la mise en œuvre de la stratégie New Space développée par les Américains il y a 10-15 ans, en fait, qui montre le différenciateur opérationnel. L'emploi des constellations, de satellites d'observation, Maxar, ICEYE, je n'ai plus la liste en tête. Starlink peut-être. Starlink aussi. Alors Starlink pour la SATCOM, mais je pense à l'observation tout temps, quasiment en temps réel. Et ça, tout temps, c'est très important. C'est-à-dire qu'il y a aussi du suivi par radar et donc qui alimente les centres de renseignement ukrainiens et qui leur permettent de conduire des actions. Vous avez tout à fait raison, Michel. Starlink, qui a permis alors que l'infrastructure de communication ukrainienne était détruite, de maintenir ces communications en interne, mais également vis-à-vis du monde extérieur, très important. Donc c'est la concrétisation, tout ça, du New Space. Et ce qu'on peut dire également, c'est que on voit aujourd'hui toujours des actions qui se conduisent également en orbite, réalisées par les Russes, en orbite basse comme en orbite géostationnaire, d'écoute, d'espionnage, d'interposition, voilà, également dans le cadre de ce conflit ukrainien. Donc ils ont été très actifs de ce point de vue-là, et c'est un vrai différenciateur, à mon sens, pas parce que je suis du commandement de l'espace, mais ça permet, d'un point de vue allié, de passer sur des territoires hostiles, en évitant les défenses ennemies et de recueillir du renseignement et de la communication. Merci, colonel Nicolas Ravaille. Vous êtes basé à Bruxelles, ce qui vous permet d'avoir un très très bon poste d'observation sur les politiques d'innovation de la Commission européenne. Êtes-vous convaincu par la stratégie de l'Union européenne en matière d'innovation? Je pense d'ailleurs au programme Horizon, je pense aussi au Front européen de défense. L'innovation pour l'Europe, c'est quelque chose de crucial, et pour elle, et pour son industrie. Est-ce que vous en êtes convaincu? Est-ce que vous êtes convaincu de cette politique, de cette stratégie de l'innovation? Alors, bonjour, je suis ravi d'être parmi vous. D'ailleurs, aujourd'hui, je suis presque venu en tenue de camouflage, puisque comme il ne fait pas très beau à Bordeaux, mais ça c'est exceptionnel, pour vous c'est conjoncturel, alors que pour moi, avec un imperméable et un parapluie, en général, venant de Bruxelles, on me repère systématiquement. L'innovation pour l'Union européenne, c'est crucial. Elle a tout à fait conscience que c'est son point de vulnérabilité. Souvent en France, d'ailleurs, on considère à tort que l'Union européenne est faible et pas stratège, elle est forte. L'Union européenne, elle est dominante par rapport aux États-Unis dans les échanges commerciaux. Enfin, on a 155 milliards d'excédents commerciaux, pas nous Français malheureusement, mais européens. Donc on est en position, on est en pole position. C'est ce qui fait qu'on n'a pas une logique de verrouillage, de surprotection de manière générale.
En revanche, sur l'innovation, clairement, là est identifié un point crucial. Et ce qui fait peur à l'Union européenne dans l'innovation, c'est pas tant la rupture technologique. Quand moi j'ai travaillé 3 ans à la Direction générale de la recherche, la première chose qu'on m'a dit, c'est une innovation, c'est tout sauf une invention. Alors moi, parce qu'en France, on pense souvent invention égale rupture technologique égale innovation. Non, c'est les processus les plus nécessaires pour aller le plus vite possible sur les marchés. Ce qui fait que l'Union européenne étant riche, notamment les États du Nord, ils savent qu'aujourd'hui, ils peuvent globalement acquérir une innovation s'ils la produisent pas. Ils peuvent par des coopérations. On en reparlera sans doute par la puissance normative de l'Union européenne. On peut décider droit de vie ou droit de mort de ce qu'est une innovation. Donc, ce qui nous fait peur, c'est les écosystèmes innovants. Ce qui nous fait très peur, c'est la logique Amazon, Google, Apple Store. C'est ce qui jusqu'alors avait plutôt épargné la défense, mais qui commence à arriver. Alors moi, je ne suis pas comme vous, un éminent spécialiste des technologies de défense, mais j'ai compris que sur le futur avion de combat, par exemple, c'était beaucoup plus un écosystème qu'un avion en tant que tel. Et cette dimension-là, elle fait peur à l'Union européenne. En revanche, la dualité, ça n'allait pas de soi. Pas de soi du tout, parce que la défense, c'est une compétence des États membres, une compétence réservée, gardée jalousement. Donc, c'était pas facile pour l'Union européenne d'aller sur ce segment-là. Et le civil, en revanche, là, l'Union européenne, elle considérait qu'elle avait le leadership. Nous, on pense trop fond. Il y a, vous l'avez cité, le programme Horizon, 90 milliards, un peu plus de 90 milliards, plus Next Generation EU, qui vient de rajouter 5 milliards. Mais enfin bon, c'est à la fois peu et c'est beaucoup. Il y a aussi les FEDER, on connaît le dynamisme rappelé par Marie Récal de Bordeaux Métropole avec Alain Ziani, de la région avec M. Rousset, et c'est salué, reconnu, c'est vu. Mais l'enjeu va beaucoup plus loin que ça, va beaucoup plus loin que les montants. C'est qui travaille avec qui, pour développer quelle technologie, pour faire quelle norme derrière, et donc quelle autorisation de mise sur le marché, donc quelle structuration d'économie européenne va être mise en place. Et ça, c'est le point le plus stratégique. Et est-ce que les Français ont compris cette structuration de l'innovation européenne? Est-ce qu'ils sont bons finalement? Alors ça dépend des secteurs. Le secteur aéronautique, je peux citer un exemple d'une belle réussite qu'on est quelques-uns ici, et d'ailleurs à connaître et à partager, qui est l'Université interentreprise du transport aérien, qui a réuni l'ensemble de l'écosystème avec l'ENACT pour mettre en place, préparer ça, qui l'a fait à l'échelle nationale, qui le travaille aussi à l'échelle européenne. Donc là, on peut dire que quand même, on est prépositionné et on est assez leader. En revanche, au-delà, on va clairement pas assez loin, et notamment en jouant de la dualité. Le premier élément de dualité, c'est la capacité, c'est pas ce qu'on voit en premier généralement quand on parle de dualité, mais nos concurrents européens ou non européens l'ont très bien vu, c'est la capacité d'utiliser des technologies civiles à des finalités militaires. On a 2 exemples assez récents, dans le stockage d'énergie et dans les systèmes de transport automatique ou automatisés, je ne sais pas bien comment on dit, donc sans pilote, où depuis la Chine, ça a été rapporté d'ailleurs très ouvertement par la presse, à travers un cas d'espionnage dans une grande école d'ingénieurs français, qui avait été observé sur un site publié par l'Union européenne, où on publie la recherche. On avait dit ce sur quoi on travaillait, qui travaille avec quoi, et ils se sont dit, bon ben là, il y a un coup à jouer, il faut aller chercher. Et ils sont allés chercher ce qui était à la base civile, parce que eux, derrière, avaient des finalités militaires. Ça peut être un cas d'espionnage, ça peut être tout simplement un cas de prédation économique. La recherche européenne paye énormément d'innovations civiles qui ensuite sont rachetées, soit directement, soit les entreprises, par des partenaires étrangers. Là, il y a moins de naïveté presque sur la scène européenne. On est en train de développer un petit programme. Quand je dis on, c'est quelques fonctionnaires presque zélés de la Commission européenne qui sont en train de créer un embryon de fonds souverain qui s'appelle le programme Accelerator dans le Conseil européen de l'innovation pour contrôler certaines technologies clés et éviter et rendre le citoyen européen actionnaire de son économie pour éviter que ça parte à l'étranger. Mais ce relais-là, il n'est pas assez pris à l'échelon des territoires et à l'échelon français. C'est une guerre économique. C'est une guerre économique. Il faut être capable de se situer sur ce terrain, donc d'aller observer ce qui a pour un territoire de valeur ailleurs et de le ramener ou de le couler.
Merci Nicolas. Colonel, vous l'avez dit, le spatial est évidemment un milieu très dual. Comment parvenez-vous à capter toutes les innovations d'où qu'elles viennent comment pouvez-vous donner des exemples d'innovations qui sont venus enrichir le domaine capacitaire du commandement de l'espace et je voulais une question sur le New Space. Est-ce qu'il est vraiment disruptif pour vous au commandement de l'espace ? Merci Michel. Alors, au commandement de l'espace, on a, avec sa création, qui est toute fraîche, je rappelle, septembre 2019, donc on a 3 ans au commandement de l'espace, même si avant il y avait le commandement interarmé de l'espace. Donc dans sa post-stratégie spatiale de défense, et consubstantiellement au commandement de l'espace, on a fait naître un laboratoire d'innovation spatiale des armées, le LISA, qui dépend de la division capacitaire, et qui se trouve au cœur de l'écosystème toulousain, pour la peine, mais branché sur Aerospace Valley. Donc c'est 5-10 personnes qui travaillent dans ce laboratoire d'innovation, conjointement, pas loin en tout cas, de la Direction Générale de l'Armement et puis de l'AID. Et donc je salue vraiment le travail, parce qu'en 3 ans, ils ont fait absolument un travail tout à fait phénoménal, qui est en particulier de prendre attache avec un réseau de quasiment 300 entreprises, start-up, laboratoires, centres de recherche, universités. Donc ils ont une cartographie de l'écosystème spatial au sens large, très large, qui est très très intéressant et qu'ils ont réussi à mettre en place. Est-ce que c'est trop tôt déjà pour vous de récolter les fruits de ce travail-là ou pas ? Non, vous allez voir, j'en viens de la suite de mon petit topo. On fait des choses très très, très concrètes. J'ajouterai juste en préambule un point que j'ai pas évoqué dans mon intervention juste avant. Le spatial est éminemment digital en fait, et donc cette innovation, enfin toute l'innovation qui peut intéresser le digital intéresse de près ou de loin le spatial. Et donc c'est quand on parlait des cycles qu'on pouvait connaître sur les programmes d'armement ou des cycles d'innovation, on se retrouve du fait du digital dans le spatial sur des cycles beaucoup plus courts. Voilà. Et donc pour en revenir à ce fameux LISA, il fait des choses très très concrètes. Il est sur le développement d'un nanosatellite qu'on va mettre en orbite très probablement de mémoire très bientôt, 2023 ou 2024, qui a vocation à tester des charges utiles pour faire de la surveillance de l'espace. Il travaille également de très près sur des solutions de Internet of Things, donc Internet des objets, avec des grosses applications militaires là-dessus, puisque ça permet de suivre tout ce qui est les forces amies, ce qu'on fait aujourd'hui par le sol, mais qu'on pourra faire demain donc par des satellites en orbite. Il travaille sur le volet surveillance de l'espace, en essayant... Pareil, c'est des choses qu'on trouve beaucoup dans le digital, en essayant de mettre en réseau tous ces gens qui observent le ciel, des civils, et qui donc constituent une masse de données très très intéressante si on les met en réseau et si on arrive à capturer cette donnée pour nous construire l'image de ce qui se passe dans l'espace. Il travaille sur la simulation, sur des jumeaux numériques. J'ai un exemple très pratique avec la société Exotrail, j'en aurais cité une aujourd'hui, qui fait de la propulsion électrique et donc qui a développé à ce titre-là des simulateurs pour sa propre propulsion. Et donc qu'on dévoie ou qu'on utilise à des fins de simulation, nous, pour des manœuvres dans l'espace, en fait. Voilà. Pour regarder quelle manœuvre pourrait conduire un satellite adverse ou nous-mêmes on pourrait conduire vis-à-vis d'un autre satellite. Donc c'est des applications très très concrètes. On s'intéresse également de très près à tout ce qui est action dans l'espace, les affaires de docking, donc tout ce qui est de s'accrocher, donc ce qui permet de s'accrocher à notre satellite, et donc tout ce qui est capteur qui peut permettre de le faire de manière autonome, surtout sur un objet non coopératif. Voilà ce qui nous anime actuellement dans ce fameux laboratoire d'innovation à côté d'Aerospace Valley à Toulouse. C'est passionnant. Merci colonel. Nicolas Ravaille, la Commission européenne protège-t-elle vraiment l'innovation de la concurrence, qu'elle soit américaine, qu'elle soit israélienne, qu'elle soit chinoise, ou est-ce c'est vraiment l'auberge espagnole? Ça aurait un côté sympathique. Malheureusement, c'est plus guerrier que ça.
la notion de souveraineté ou de protection sur la scène européenne n'est pas du tout la même en général qu'en France. Je pense que c'est beaucoup plus une notion de conquête économique, de capacité à être dominant sur les marchés, donc effectivement de financer l'innovation et d'en faire quelque chose, plutôt que de mettre des sacs de sable et puis de pas y arriver. Donc je crois qu'il y a des outils de réglementation, il y a des outils de protection, il y en a un petit peu, mais c'est pas à la hauteur de ce qu'on pourrait nous espérer sur la scène française. Mais est-ce que par exemple une filiale d'un groupe étranger peut avoir des fonds européens? Oui, moi je crois qu'on m'avait dit, alors il faudrait le revérifier, quand j'étais arrivé à la Direction Générale de la Recherche, ils avaient vu Boeing comme PME, justement via l'Espagne. Donc c'est l'auberge espagnole. Donc, version chevaux de Troie, on a des chevaux de Troie partout. Les concurrents de Thales en République tchèque, ils sont américains, mais ils se présentent comme européens. Alors là, on est moins... Thales participe énormément au programme européen, ça participe des success stories françaises, donc on en est ravis. Je pense qu'il faut vraiment changer d'abord la grille de lecture en France. C'est-à-dire changer l'Europe, ça se fera pas en un coup de cuillère à peau, ça se fera pas comme ça. C'est d'abord à nous de nous adapter. En matière de dualité, par exemple, rien n'est optimisé en France à partir du droit européen. On a des directives européennes en matière de marché public qui nous offrent des potentialités mais énormes. Alors nous, classiquement, on a la BITD, la DGA, puis hop, le droit de tirage un peu sur l'État pour aider quelques entreprises. Mais il faut aller beaucoup plus loin que ça. C'est-à-dire les autres pays n'ont pas été plus royalistes que le roi quand ils ont transposé ces directives européennes-là. Nous, on l'a été. Il faut revoir ça. Il faut retravailler ça. Il faut optimiser. Vous évoquiez le volet cyber. Le volet cyber et les attaques cyber, ce sont des attaques d'État. Ce sont des attaques souvent militaires. C'est de la défense. Ça ne doit pas être considéré comme du civil. Et si c'est défense, c'est extrêmement intéressant de jouer sur cette dualité et d'utiliser le droit européen dans ce sens-là. Ça veut dire que c'est souverain et ça veut dire qu'on est hors champ d'application du droit communautaire et qu'on le fait. L'Allemagne le fait à merveille. L'Allemagne, elle défend ses intérêts civils aux États-Unis comme ça. Elle fait du troc. Elle achète des avions de chasse aux Américains parce qu'elle sait qu'en échange, le patron de Boeing ou de Lockheed Martin va aller défendre les intérêts de l'industrie automobile américaine auprès du président des États-Unis. Les Allemands n'ont aucune influence directe auprès du président des États-Unis. En revanche, le PDG de Boeing ou Lockheed Martin, oui. Et ils en jouent parce qu'ils ont optimisé le droit communautaire en ce sens. Ça, chez nous, on ne travaille pas comme ça. On est en silo. On est en silo à la fois dans les administrations, peut-être trop dans les entreprises. On est en silo technologique aussi souvent. Il faut vraiment changer notre manière de travailler. Et il faut faire attention aussi. Il y a des menaces. Alors, je m'en souviens de mémoire, mais l'intitulé exact, il est plus compliqué. La première des choses qui a fait réagir en termes de dualité, ça a été revu récemment. C'est une refonte d'un règlement européen de 2009 qui a été donc revu en 2021, qui est le règlement 2021-821, je vous épargne les tirets 40-102, alinéa paragraphe 3. Merci Nicolas, c'est sympa. 222, etc. Enfin, c'est instituant un régime de l'Union de contrôle des exportations, du courtage, de l'assistance technique, du transit, des transferts en ce qui concerne les biens à double usage. Donc ça veut dire que l'Union européenne, plus vite que nous même, a tenu compte de ces évolutions-là, essentiellement d'ailleurs dans la protection des droits fondamentaux, des libertés des citoyens européens, sur la dualité, sur tout le volet cyber et sur tout le contrôle, la reconnaissance faciale, je crois que ce sont aussi des sujets travaillés à merveille et très bien maîtrisés par Thales. On tombe sous le coup du droit européen. C'est en permanence menace et opportunité, mais c'est plus élastique qu'on le pense. Et peut-être que Marie, dans son expérience précédente de parlementaire, a connu ça aussi dans des échanges avec l'administration française pour que nous, on modifie nos comportements là-dessus. Il faut vraiment bien comprendre de nouveau. C'est une guerre économique. Merci Nicolas. Marie Recalde. Comment imposer un esprit d'innovation foisonnant face à... Puisque vous avez déjà une expérience évidemment locale, mais aussi nationale. Vous êtes une ancienne de la commission de la défense à l'Assemblée nationale. Face à des administrations centralisatrices, comment on fait pour imposer cette innovation des territoires, des PME, des ETI, des grands groupes ?
C'est pas un sujet facile parce que l'innovation, en effet, c'est un état d'esprit en équipe, c'est un état d'esprit pour rompre des conventions habituelles. Et donc, vous imaginez bien qu'avec les marchés publics tels qu'on les connaît en France, au niveau des administrations centrales, mais c'est pas mieux au niveau des collectivités locales, je vous rassure, ou je sais pas si c'est rassurant, on a quand même un hiatus très compliqué. On échange souvent avec Nicolas sur ces sujets-là. La France n'est pas une bonne élève, enfin en tout cas n'est pas très impertinente et ne sait pas utiliser, il a parfaitement raison, tous les dispositifs qui s'ouvrent à nous, en particulier au niveau du droit de l'Union. On est très très en retard et on est d'une naïveté confondante, pour tout vous dire. Et ça ne touche pas que le domaine de la défense ou de l'aéronautique civile, mais ça touche, puisque vous avez fait référence à la Commission de la Défense, un sujet qui, moi, m'interroge beaucoup en ce moment et c'est sur lequel il va falloir qu'on se penche. Beaucoup s'y penchent déjà, c'est le sujet de la taxonomie européenne, puisque là, nous allons avoir un sujet quand même qui, moi, me préoccupe, de concurrence à nouveau, alors, même si il est bien évident que ce sujet auquel fait référence la taxonomie, c'est-à-dire la prise en compte d'éléments plus vertueux de protection de l'environnement, de défense, de transition écologique, et qui retentit sur la cotation, pour faire court, sur la cotation des entreprises, et je parle sous le contrôle de ceux qui connaissent mieux que moi, du point de vue de la défense, c'est un sujet quand même inquiétant. C'est un sujet, la taxonomie, et tout ce qui tourne autour de la taxonomie, en tout cas la prise en compte des conditions environnementales, qui ne concernait que marginalement le monde de la défense, et qui est en train de beaucoup s'étendre au monde de la défense. Donc je ne dis pas qu'il n'y a pas un travail à faire, et d'ailleurs ce travail est fait, que ce soit au niveau de la DGA, que ce soit au niveau du ministère des Armées. La ministre Florence Parly avait commencé très explicitement et avec beaucoup d'allant ce travail, qui est poursuivi par le ministre Lecornu, mais on va finalement moins vite que ça ne va ailleurs. Et on n'est pas dans les bonnes arcanes. Donc je crois que là, il y a un sujet de préoccupation. Merci Marie Récalde. Yannick Assouad, dans le passé, on estimait que finalement l'innovation militaire était prime, ce que vous avez dit, notamment dans les commandes électriques, et puis ça profitait ensuite au secteur civil. Aujourd'hui, avec le digital, avec la cyber, ça va beaucoup plus vite. C'est plus tout à fait le cas. Quelle est votre analyse de cette évolution? Alors, j'ose pas dire révolution, mais c'est quoi votre analyse de ce changement d'époque? Je crois que Nicolas a très bien illustré, et d'ailleurs également le commandement de l'espace. On va vers des technologies qui sont de plus en plus communes finalement. Et le digital porte ça, et la cybersécurité également. Et quand on veut l'appliquer au vecteur aérien, ce que je vais m'efforcer de faire, c'est tout le domaine de l'autonomie qui est forcément digital par essence et qui s'applique alors aux civils, c'est les drones, c'est tout ce qu'on entend sur l'urban air mobility, les taxis volants si je veux le vulgariser en français. Et là-dessus, quand on voit alors là les investissements privés sur ce domaine-là, on se demande effectivement si c'est pas le civil qui va conduire cette révolution de l'autonomie, alors qu'elle est indispensable dans les nouveaux systèmes de défense. Comme vous l'avez dit, le SCAF, c'est pas un avion. C'est un système de défense interconnecté pour faire du combat cloud. Et clairement, il y aura des vecteurs pilotés, il y aura des vecteurs non pilotés, avec des missions spécifiques pour ces vecteurs-là, mais qui finalement ressemblent beaucoup à ce qu'on fait sur un drone, on va dire civil, voire qu'il y a des applications, et on le voit de plus en plus, puisqu'on est en train d'en développer un, qui a des applications qui peuvent être militaires, par exemple, surveillance de trafiquants. Alors quand je dis militaire, plutôt maintien de l'ordre et plutôt gendarmerie ou police, mais qui se rapproche quand même d'une mission, on va dire, gouvernementale. Et donc, il y a vraiment convergence et communauté de technologies, et on le voit très très bien. C'est pour ça que ce que tu as dit, Nicolas, sur l'Europe me semble extrêmement important. C'est que finalement, ce domaine souverain, il va devenir de plus en plus souverain, civil
et militaire. Et je crois que c'est porté par des technologies qui sont complètement communes. Vous avez parlé de la cyber. Qui dit digital dit menace cyber et risque cyber. Quand on a un objet volant, c'est particulier, c'est encore plus important de le prendre en compte, surtout si on transporte des passagers. Donc tout le domaine cyber et les technologies de codage du digital, à la fois militaire et civil, finalement, sont les mêmes. On surveille les mêmes choses. Quand on écrit un code cyber qui est protégé du point de vue cyber, on surveille exactement les mêmes choses qu'on fasse un code civil ou militaire. Donc tout ça, effectivement, converge vers des technologies communes. Dernier point dont on a beaucoup parlé ce matin, il y a énormément d'investissements, et d'ailleurs ça a sauvé un petit peu en Europe l'aéronautique civile, ou au moins notre capacité de design dans l'aéronautique civile. C'est tous les fonds qui sont arrivés sur, je vais dire, l'avion plus vert, avec les plans de relance qu'on a eus en France, mais également au niveau européen. Clairement, l'avion plus vert aura des répercussions sur le militaire également, et en particulier sur ces petits vecteurs dont je parlais, et ce sera les mêmes technologies. C'est vrai que quand on a préparé la table ronde, vous m'avez confié que l'aéronautique militaire française était à un moment charnière, parce qu'évidemment, tout le monde investissait beaucoup dans l'avion décarboné, mais il n'y avait pas aujourd'hui encore, en tout cas acté, un grand programme militaire. Est-ce que vous avez peur, vous, Thales, et vous, l'écosystème français, de vous laisser distancer par la concurrence, une concurrence étrangère ? Alors, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer qui sont vraiment différentes de ce qui vient de se passer depuis 30 ans, à la fois côté civil et côté militaire. Côté civil, moi, toute ma carrière a été rythmée tous les 5 ans avec un nouvel avion. Et donc, tous les 5 ans, on avait une application sur laquelle on pouvait intégrer des technologies. Ça fait 10 ans qu'on n'a pas eu un nouvel avion civil. C'est-à-dire la 350 pour le dernier. La 321 XLR, qui n'est pas encore certifiée, c'est pas un nouvel avion, c'est l'adjonction d'un réservoir dans un A321 qui est quelque chose qui existe. Mais de vrais avions feuille blanche, le dernier avion qui a été développé d'ailleurs mondialement, c'est la 350. C'était il y a 10 ans. L'horizon actuel d'une nouvelle plateforme, je ne sais pas si quelqu'un dans la salle veut se risquer sur une date. Moi, je ne m'y risquerai pas, en tout cas. Airbus parle bien entendu d'un avion en 2035. Est-ce qu'il sera thermique? Il sera probablement thermique. Si c'est un avion qui a plus de 2000 nautiques d'autonomie. Mais il arrivera qu'en 2035, c'est-à-dire à peu près 25 ans après le dernier avion, ce qui est vraiment un drame pour l'aéronautique civile. Entre-temps, Boeing est tellement engoncé dans ses problèmes techniques sur le 787, sur le 737. À travers ça, s'est endetté à une hauteur qui est peu supportable, y compris pour une grande entreprise, 70 milliards de dettes, qui sera probablement épongée à un moment ou à un autre parce qu'ils font aussi du militaire, mais quand même, réinvestir dans un gros problème. Donc on a un grand trou civil. Et on a sur une plateforme un grand trou également côté militaire. Et c'est pour ça qu'il faut absolument que le SCAF soit lancé. C'est indispensable parce que, comme je le disais, finalement, les technologies convergent, sont de plus en plus communes. Et si on n'a pas un programme militaire aujourd'hui en Europe pour soutenir cette innovation-là, on se demande sur quoi on va l'appliquer. Et l'épreuve du feu, c'est l'application à un programme. C'est pas faire de la R&T. La R&T prépare, mais on a besoin d'appliquer dans un grand programme. Donc c'est vrai qu'on est à une période charnière qui est inquiétante. Et dernière chose, s'agissant d'avionique, comme je l'ai dit, il y a tout un pan de ce qu'on fait en R&T qui est destiné à l'avion vert. Certes, l'avionique est plus performante pour améliorer les trajectoires. Damien Cazet, on a parlé ce matin, par exemple, et on améliore énormément les systèmes avioniques pour qu'elles communiquent avec l'ATC, l'Air Traffic Control, de manière à
permettent beaucoup plus de changement de trajectoire pendant le vol que ce qui est aujourd'hui possible. Il n'empêche que tout ce pan-là d'avionique est abandonné par les fonds de recherche parce qu'ils sont vraiment fléchés avion vert. Et avion vert, c'est le moteur, essentiellement. C'est comment on fait des safts et comment on met des réservoirs haute pression hydrogène sur un avion. Et comment on met plus d'électrique aussi sur un avion. Mais j'ai à peu près tout résumé quand je dis ça. Et donc, toute une partie d'un domaine qui est extrêmement souverain, extrêmement dual, civil et militaire, est un peu abandonné. Donc, si on n'a pas de programme en plus pour le soutenir, on n'a pas un peu cette bouée de R&T et de financement R&T à la fois européen et français, pour nous qui sommes français, ou régional, mais en tout cas français, et c'est effectivement un vrai souci pour Thales. Merci Yannick. On va arrêter là sur ce message malheureusement inquiétant, mais très réaliste. Nous sommes pris par le temps. Je vais vous laisser entre les mains de Francis Massé, qui va animer une keynote innovation transatlantique, la coopération entre la France et le Québec. Et nous avons le plaisir d'avoir en visioconférence Pierre Fitzgibbon, ministre de l'économie et de l'innovation du Québec. À vous, Francis Massé.